Pour moi, il y a jamais eu de plan B en fait, tu vois. Ça a toujours été ce truc de non, ça c'est évident, c'est ce que je veux faire et donc je continue comme ça. T'as besoin d'être reconnaissant avec toi-même, t'as besoin de fêter tes propres victoires parce que sinon tu souffles jamais. Et moi, tu vois, je suis impatient. Souvent, là, je me dis, ah, ça va pas assez vite, ou ah, j'ai pas trop réussi, etc. Et là, je me dis, ok, bah, regarde juste un an en arrière et regarde où t'étais il y a un an, regarde où t'en es là. C'est cool, tu vois, tout se passe comme prévu, tout se passe très bien et voilà. Pour moi, c'est hyper important de se dire, ok, vers quoi je veux aller, j'ai un objectif précis, qu'est-ce que je mets en place concrètement pour réussir mes projets. Et surtout, sur quel projet je me mets à fond, quoi. Donc choisis un ou deux projets et mets-y-toi à fond et essaie pas de faire un éventail de 1000 trucs parce que tu vas te disperser, parce que tu vas jamais aboutir sur tous tes projets. En tout cas, merci de m'accueillir chez toi, Ben. C'est très sympa de ta part. Bah merci à toi, t'es venu avec des chocolats en plus, donc c'est parfait. Bah ouais, j'aime pas venir les mains vides en fait quand je suis invité à chaque fois. Du coup, j'essaye de ramener toujours un petit quelque chose. Pour commencer, est-ce que tu peux te présenter rapidement, dire qui tu es pour ceux qui ne te connaissent pas encore? Ouais. Alors je m'appelle Benjamin, j'ai une chaîne qui s'appelle Vous êtes vraiment sympa, qui existe depuis un peu plus d'un an et où je pars à la rencontre de gens inspirants, un peu comme toi hein, finalement. Mais donc sous forme d'une chaîne YouTube où au tout départ, mes tout premiers formats, en fait, je m'étais inspiré du vlog. Donc je partais en caméra embarquée et où on parle de réalité de vie, où en gros l'idée c'est d'injecter un petit peu de notions en développement personnel, mais sans que ce soit théorique, sans qu'on parte dans le bullshit ou dans le coaching. Donc voilà, donc avec Panayotis par exemple, on parle de la réussite, en gros de l'échec, de tout ça quoi, et en gros on s'inspire des parcours des gens pour voir comment nous-mêmes on peut s'en inspirer. Et aujourd'hui à côté, je réalise la chaîne de Marion Séclin aussi, et depuis peu je réalise la chaîne de Panayotis Pasco. Voilà, c'est mes trois projets du moment. Est-ce que tu as été guidé par une vocation ou quelqu'un un jour t'a dit c'est pas mal ce que tu fais, tu devrais te lancer en fait? Alors alors tout petit déjà, j'étais hyper attiré. Moi, dès 5 ans, je voulais être comédien. J'étais très très sociable. Et tu vois, j'ai testé plein de trucs. J'ai fait 6 ans de théâtre. J'ai fait du dessin. J'ai fait de la photo. Donc pas dans cet ordre. J'ai d'abord fait du dessin, après j'ai fait 6 ans de théâtre qui m'a aidé plutôt quand j'étais gamin et qui m'a aidé à vaincre ma timidité. Donc ça m'a beaucoup aidé. Une fois que j'ai senti que le théâtre m'avait apporté ça et que je ressentais plus trop le besoin d'en faire, je me suis mis au dessin. Le dessin, je me suis moyennement retrouvé et quand j'ai fait de la photo, en gros, je me suis vraiment bien retrouvé parce que c'était l'occasion pour moi de rencontrer des gens en fait. Et donc je me suis spécialisé dans le portrait. Parce que c'était justement l'occasion déjà de passer des messages, de raconter des choses, et puis surtout c'était prétexte à rencontrer plein de gens quoi. Donc après moi tu vois j'ai fait un master 2 en communication marketing, donc finalement avec ma licence c'était relations presse, relations publiques. Donc j'ai fait ça en alternance, donc j'ai toujours bossé dans des boîtes dans la communication, donc avec du contact, contact avec les gens. Donc ça a toujours été très logique pour moi. Je sais pas s'il y a des gens qui m'ont dit oui c'est cool ce que tu fais et tout, il faut que tu continues dans ce sens-là. En tout cas je m'en rendais compte parce que ça marchait bien, parce que il y a sûrement des gens qui me l'ont dit, hein, mais j'ai pas j'ai pas la phrase tu vois de quelqu'un qui m'a marqué à vie où je me suis dit, ok c'est ça qu'il faut que je fasse. Et après en gros j'ai travaillé en agence social média. Et jusqu'à arriver aujourd'hui à vivre de ma chaîne en fait, en tout cas à me consacrer entièrement à ma chaîne quoi. Avant, tu étais en CDI, mais comment tu as fait pour dire c'est bon, je quitte mon CDI et je me lance, c'est parti? C'est ça, hein, tu étais en CDI? Ouais, c'est ça, j'étais en CDI. Ouais, bah c'est compliqué hein, quand tu vis plutôt bien, que en gros l'agence est en train de se développer, que tu as des responsabilités, que tu vis dans une maison de 70 mètres carrés avec 300 mètres carrés de jardin et que d'un coup tu te dis bon bah est-ce que je quitte tout ça, tout mon confort et en gros je me lance dans ma chaîne YouTube, je vais à Paris et j'arrive dans un 17 mètres carrés. J'ai clairement pas les mêmes revenus, pas la même stabilité, tout ça. Donc ouais non c'est compliqué et en même temps moi j'ai toujours fonctionné sur des coups de tête.
J'ai toujours déménagé sur des coups de tête. Je suis toujours parti à l'étranger ou faire de l'humanitaire ou des trucs comme ça sur des coups de tête. Je crois beaucoup à l'instinct en fait. Alors, je suis quelqu'un d'assez rationnel quand même, tu vois. Je fais pas non plus des choses où rationnellement je me dis bah non, il faut surtout pas le faire. Mais quand j'ai un petit doute rationnel, je me dis ok, qu'est-ce que au fond de moi, à quoi je crois? Et là, pour le coup, tu vois, quitter mon taf et déménager à Paris, changer complètement de vie, en fait, hein, c'était pour un truc où il n'y avait rien, tu vois, en soi, ma chaîne, il y avait pas j'avais pas un contrat de oui, bonjour, vous serez payé tant tous les mois. C'était plus, bon, bah, il y a quelques signes qui font que. Il y a Marion Séclin qui me dit, j'aimerais bien monter ma chaîne, est-ce que ça te dit qu'on la monte ensemble? Je me dis, ouais, bon, ok. Ça commence à créer de l'intérêt. Je vois que les gens aiment bien le format, aiment bien la manière dont je traite mes interviews, etc. Je me dis, bon, bah ok, pourquoi pas. Mais c'était très incertain, quoi. Mais alors, il faut quand même le dire, hein, parce qu'il y a des gens qui écoutent et qui se disent ouais, moi aussi je veux tout plaquer, c'est ça qui. J'étais en CDI depuis 1 an et demi, donc j'avais aussi 1 an et demi de chômage. C'est-à-dire que là, j'ai le coussin de sécurité aujourd'hui qui fait que si jamais j'ai une galère, si jamais j'arrive pas à bien en vivre, j'ai ce coussin de sécurité-là. J'ai pas énormément de chômage, mais j'ai assez pour en vivre. Donc la prise de risque, oui, mais la prise de risque limitée, quoi. En fait, tu fonces et tu te poses les questions après, c'est ça que tu es en train de me dire? Non, moi je fonce, mais pendant que je cours, je me pose 1000 questions. C'est plus ça. Non, je me pose énormément de questions, je me remets en question constamment. Surtout là, tu vois, ces derniers mois, là, sur ma chaîne, je teste plein de trucs, je teste des nouveaux formats, je teste. Ouais, je teste plein de choses parce que je me remets en question, parce que je me dis, attends, est-ce que les gens veulent vraiment voir ça? Ou là, aujourd'hui, ils veulent voir ça, mais est-ce qu'ils vont pas se lasser? Comment je peux anticiper, justement? Anticiper ce que veulent voir les gens, ce qu'ils attendent. Et puis moi, surtout, de pas m'ennuyer, parce que je m'ennuie très très vite aussi dans ce que je fais. Donc, c'est compliqué à suivre pour mon entourage, hein. Tu vois, là j'ai eu une idée d'un format il y a 2 jours, j'ai commencé à en parler à certains proches. Et là, cette nuit, là, vers 3-4 heures du match, je leur ai envoyé un message avec une fiche concept et je leur ai dit voilà la note d'intention, voilà à quoi ça ressemble le format, qu'est-ce que vous en pensez? Alors qu'on vient de sortir à moitié plein, qu'il y a un nouveau format où on est en train de chercher des financements, etc. Donc non, j'essaie d'être en activité constante, mais je me force pas, tu vois, j'ai toujours été comme ça. C'est juste que là, je suis dans les conditions qui font que j'ai pas le choix, quoi. Je me suis laissé 1 an pour développer ma chaîne et j'ai intérêt à avoir 1000 idées à la seconde et à tester plein de choses, quoi. Comment a réagi ton entourage quand tu leur as dit que tu quittais ton CDI en fait? Bah, bizarrement, personne m'a. Je crois pas qu'il y ait des gens qui aient essayé de me dire non, quand même, tu devrais pas faire ça. Autant, tu vois, j'ai un souvenir très marqué. Quand je suis arrivé en première année de master, j'étais en alternance. Et j'étais en alternance dans une boîte qui s'appelle ERDF, qui s'appelle Enedis maintenant. Donc, qui était une très très grosse boîte. Jusqu'à maintenant, j'avais que fait de la com externe dans des agences en alternance. Et là, je me suis dit, bon, je peux pas finir mes études sans avoir testé de la com interne et dans une grosse boîte. Donc, vraiment les opposés de ce que j'estimais vouloir faire. Mais je me suis dit, au moins, je saurais si c'est vraiment ce que je veux ou pas, quoi. J'ai tenu 4 mois. Au bout de 4 mois, je me suis dit là, il faut que je parte parce que je suis en train de déprimer, c'est pas du tout ce qu'il me faut. Et autour de moi, alors pas mon cercle proche, parce que mes parents, ils m'ont toujours fait hyper confiance surtout, parce que j'ai toujours été vachement autonome, j'ai toujours eu des projets très clairs de ce que je voulais faire, de ce que je voulais pas faire, donc ils m'ont toujours fait confiance. Mais tu vois, le corps enseignant, mes amis, ouais, une partie de mes amis, ma classe, etc., tout le monde a essayé de me dissuader, tu vois, en disant non mais attends, t'es payé plus que nous, parce que t'as des avantages différents en alternance selon la boîte dans laquelle t'es, ils te payent ton loyer, tu vois, t'es dans une boîte où tu pourrais faire un plan de carrière, etc. Ben non, reste. Et je leur ai dit, mais enfin, non, moi, ça me va pas du tout, quoi. Donc là j'ai un souvenir marqué de ça. Pour autant, j'ai toujours tout fait comme je l'entendais moi. Et au contraire, moi, j'ai tendance à... Plus j'ai de détracteurs, plus je fonce dans ce que je veux faire. Parce que j'ai aussi un cercle d'amis hyper proche. J'ai des amis d'enfance. Je suis assez proche de ma famille aussi. Et j'ai des gens un noyau qui me soutient, en fait. Et qui fait que leur avis m'intéresse, alors que l'avis des autres, en gros, a moins d'impact, tu vois, influence moins ce que je veux faire ou ne pas faire.
Mais là, pour le coup, quand j'ai annoncé ça, ça semblait logique à tout le monde en fait. Tout le monde s'est dit, bah ouais, en fait, c'est la suite logique. Là, ça fait 6 mois que tu as lancé ta chaîne, ça commence à fonctionner, c'est utile. Surtout, moi, j'ai vraiment ce besoin-là, tu vois, d'apporter des trucs, d'être utile aux gens. Donc, en fait, non, personne m'a dit non. Franchement, fais pas youtubeur, mec, ça rapporte rien. Bah justement, qu'est-ce que t'aimes dans ce métier en fait? Déjà, c'est intéressant de dire métier, tu vois, parce que j'ai encore du mal à, à dire là, je fais un métier, mais je commence à gagner de l'argent avec, donc ça veut dire que c'est un métier. Euh, Bah, c'est cool. Alors, déjà, déjà, je fais ce que j'aime, c'est-à-dire que c'est mon projet, c'est moi qui l'ai imaginé dès le départ, donc j'ai fait un truc que je voulais voir sur YouTube. Donc, déjà, arriver à faire ça, c'est trop cool, parce qu'arriver à commencer à en vivre, c'est cool, sans se perdre en tout cas. C'est toute la problématique derrière des business models sur YouTube. Et après, il y a tout ce truc, mais que tous les freelances peuvent connaître, tu vois, ce truc d'aménager ses horaires comme on veut. Il y a une vraie liberté, tu vois. Moi, à un moment, il y a une vraie part de créativité en plus, et la créativité, c'est cool parce que ça a besoin d'avoir son propre rythme. J'ai été créatif en agence, j'ai bossé avec beaucoup de créatifs en agence. C'est très compliqué quand tu commences à avoir un besoin de rendement, un besoin de productivité, parce qu'en fait c'est contre-productif par rapport à la créativité, tu vois, la créativité qui a besoin de temps, qui a besoin déjà des fois de laisser ton cerveau reposer et de te mettre à part et de pas être dans le faire justement, mais d'être plutôt dans la pensée et dans ce truc-là du cliché un peu du créatif qui prend le rien, tu vois, qui est sur sa chaise et qui... Et qui fume des joints. C'est ça qui fume des joints, ouais, j'osais pas le dire. Mais en fait, ça fait partie de la créativité aussi, tu vois, et t'as besoin, en fait, ton cerveau a besoin d'être dans ces moments-là où tu as plein de projets en veille, plein de sujets en veille, mais où en fait tu as besoin de t'alimenter de d'autres choses. Donc moi, tu vois, j'ai beaucoup besoin de marcher, par exemple. Et tu vois, là, ce qui est cool, c'est que, bah, alors, je pouvais déjà le faire en agence, parce que j'avais déjà posé mes conditions. Ça m'arrivait de partir, de me casser, et puis d'aller marcher et de revenir. Mais là, l'avantage, c'est que j'ai besoin de le justifier auprès de personne, quoi. Je me dis, ah bah non, là je le sens pas, je suis pas très productif, bah, je vais aller boire un café, je vais aller voir des gens, je vais aller me balader, je vais aller faire une expo. Donc c'est surtout, en fait, c'est la liberté, quoi. Ce serait les deux maîtres mots, seraient la liberté et se sentir utile. C'est quoi la vraie liberté pour toi? Tu l'as un peu évoqué là. Moi, la liberté, là aujourd'hui, la liberté dans mon travail, en tout cas, c'est ça, en fait. C'est de pouvoir dire non à des clients. Chose que j'ai commencé à faire là, c'est génial. C'est génial. Franchement, pouvoir dire, écoutez... pas pour des histoires d'argent en plus, parce que j'accepte des clients des fois qui sont pas très bien payés, enfin où c'est pas très bien payé, ou tu vois, ou pas à la juste valeur, etc. Mais surtout de se dire non, là ça correspond pas à mes valeurs, on peut pas bosser ensemble, tu vois, on va pas s'entendre. Ou alors quelqu'un qui travaille là chez une marque et qui me propose un truc où je dis bah non, là ça va modifier mon contenu, j'ai l'impression de tromper un peu les gens, je vais pas le faire. Et ça, tu vois, quand j'étais en agence, tu peux pas le faire ça. Parce que tu as un commercial et parce que tu as quelqu'un qui te dit voilà le client, voilà tu vas bosser pour un expert comptable, voilà tu vas bosser pour un commissaire aux comptes, des notaires, tout ça c'est des vrais clients que je te dis. Qui sont des gens où tu partages pas forcément toujours leurs valeurs, où tu sais pas trop, tu as du mal à te projeter sur ce que tu vas faire, etc. Et du coup tu as l'impression d'être un peu un escroc des fois et à pas te sentir en adéquation avec tes valeurs et avec ce que tu veux faire en fait vraiment. Et là, je me suis vraiment réconcilié avec ça. Donc, tu vois, ça se trouve, dans un an, ma chaîne n'aura pas fonctionné, j'aurais retrouvé un boulot. Mais dans tous les cas, je pense que c'est un truc qui est ancré. J'en discutais quand? Avant-hier, avec le graphiste de ma chaîne, qui est Julien Catherine, et qui m'a accompagné. En gros, nous, on s'est rencontrés, on avait 14 ans. Et en gros, je l'ai fait rentrer dans l'agence dans laquelle je bossais. Il était directeur artistique et on est parti en même temps de cette agence. Donc lui, il est directeur artistique en freelance. Et il a eu une phase là un peu compliquée il y a pas longtemps où il s'est beaucoup remis en question sur son positionnement, sur tout ça. Là, il vient d'arriver sur Paris justement. Ça marche du tonnerre pour lui parce que il commence à avoir vraiment les clients qu'il mérite. C'est quelqu'un qui bosse très très bien, qui est très créatif mais qui est très cadré, etc. Enfin voilà, de tous les directeurs artistiques et tous les créatifs avec qui j'ai bossé, c'est le mec le plus carré. C'est pour ça qu'on bosse ensemble. Tu vois, c'est lui qui a fait toute l'identité d'À Moitié Plein. C'est lui qui a fait l'identité de ma chaîne, etc. Et il me disait mais est-ce que tu te revois bosser dans une entreprise, quoi? Et je lui ai dit franchement, non, aujourd'hui, je me revois pas bosser dans une entreprise, ou alors à d'autres conditions, quoi.
mais pas dans les conditions dans lesquelles on a travaillé là, quoi. Et lui était d'accord, tu vois, il me disait, bah franchement, tu vois, là j'ai eu une période un peu compliquée, mais pour rien au monde, je serais revenu en entreprise, quoi. Justement, est-ce que tu aurais pu faire quelque chose d'autre? Ça, c'est... Bah, en soi, oui, j'aurais eu les compétences pour faire d'autres trucs, je suis assez curieux de nature, donc j'aurais pu faire d'autres choses. Après, moi, ça a toujours été une évidence, c'est-à-dire que j'ai jamais eu deux choix, tu vois. J'ai jamais eu est-ce que tu te lances dans la com ou est-ce que tu deviens apiculteur, tu vois. J'ai jamais eu ces deux trucs là où je me suis dit, je pèse le pour et le contre. Pour moi, il y a jamais eu de plan B en fait, tu vois. Ça a toujours été ce truc de non, ça c'est évident, c'est ce que je veux faire et donc je continue comme ça. L'avantage, c'est qu'en partant dans la com, c'est tellement large que je peux faire énormément de choses. Donc la com, tu le mets au service de tes passions, tu vois. Enfin, c'est encore mieux quand tu le mets au service de tes passions. Donc tu vois, j'ai travaillé dans une galerie d'art. J'ai travaillé pour des agences de relations presse, dans la gastronomie, des choses comme ça. Donc en fait, ça me permettait de m'intéresser à plein de choses, de mettre une compétence, enfin plusieurs compétences, mais qui est la communication, au service de plein de choses. Donc j'ai pas eu l'impression de faire un seul métier en tout cas, j'ai eu l'impression de faire plein de métiers là depuis 7-8 ans. J'ai évidemment l'impression d'en faire un vraiment nouveau aujourd'hui avec YouTuber, mais finalement j'ai l'impression de faire à peu près la même chose, tu vois, parce que les compétences en social media sont les mêmes, je vais encore à la rencontre de gens, quand je bossais en agence je faisais déjà des interviews. Mais non, là aujourd'hui je me vois clairement pas faire autre chose en fait. Mais je me pose même pas la question, tu vois, parce qu'à partir du moment où je me pose la question, c'est que je vais déjà avoir une partie de mon cerveau qui va être dans d'autres plans, en fait, tu vois, et me dire, ah bah ouais, peut-être que je peux faire ça, donc ça va rester en veille dans mon cerveau, donc je serai plus à fond sur mon projet, et je préfère pas me poser la question aujourd'hui, quoi. Tu pourrais plus revenir en tant que salarié, c'est ça? En tant que salarié, là, ce serait compliqué aujourd'hui. Parce que je suis à fond sur ma chaîne, etc. Après, il y a peut-être une réalité financière à un moment qui va faire que bah, tu vois, c'est très instable aussi, tu vois. Donc, mais comme chaque freelance, hein, je pense qu'il y a plein de freelances qui se posent la question de se dire, bah, le moment où ça s'arrête, comment je fais? Mais pour l'instant, non, c'est pas le projet de revenir en salarié. Si je reviens en salarié, en tout cas, ce sera à d'autres conditions, ce sera sur des challenges qui me plairont pour une entreprise où je partagerai ses valeurs, quoi. Est-ce qu'il y a une difficulté à s'installer en tant que jeune réalisateur? Hum, Alors ça, encore une fois, c'est compliqué parce que moi, tu vois, j'ai du mal à me définir comme réalisateur. Pourtant, je le suis défini, hein. Quand tu tapes mon nom sur YouTube, sur Google, il y a des articles qui parlent de ce que je réalise pour Open IoT, de ce que je réalise pour Marion Séclin. Pour ma chaîne, j'ai encore du mal à dire que je réalise des vidéos, tu vois, parce que tu as encore ce complexe-là de dire, bah, t'es sur YouTube, donc non, tu fais des vidéos. J'ai plus l'impression d'être un intervieweur, tu vois, ou un animateur à la limite qu'un réalisateur. Même si il y a ce truc, hein, parce que je réalise des clips aussi. Tu vois, pour la marque voisinage, j'ai réalisé un clip de rap il y a pas longtemps. Pour Marion, là, tu vois, toutes les vidéos Chercore, Chercœur, tout ça qui ont pas mal tourné. Bah, j'ai carte blanche sur la réalisation. C'est moi qui gère l'image, qui gère tout le montage et tout derrière. Mais en fait, c'est bizarre parce que tu vois, réalisateur, pour moi, il y a encore ce truc de réalisateur au cinéma. Et les gens du cinéma d'ailleurs te le font sentir, tu vois, que tu vas te calmer, t'es quand même sur YouTube, mec. Tu fais pas non plus un grand art. Donc là-dessus, mais là-dessus c'est pas forcément ce qui m'intéresse, tu vois, sur le thème réalisateur. Moi, le côté interview m'intéresse plus. Même si je vais de plus en plus vers des formats qui sont pas forcément dans l'interview, tu vois, avec À moitié plein par exemple, le dernier format où en gros je suis seul dans un bar et où je joue un personnage un peu excité qui parle au barman et où je parle de trucs de la vie en gros, où on revient un peu sur les trucs de dev perso mais raconté d'une manière différente. Là c'est plus un taf de comédien pour le coup, de vulgarisateur. Mais encore une fois, tu vois, là, c'était Lou Howard qui était à la réal. Donc là, je me suis dit, ok, je peux pas réaliser moi-même, tu vois. Donc se positionner en tant que jeune réalisateur, je sais pas si c'est facile. Moi, en tout cas, j'ai pas l'impression d'être dans une case précise, tu vois. J'ai pas l'impression d'être... Tu vois, je suis pas un youtubeur humour, par exemple. Tu vois, tu demanderais à n'importe quel youtubeur humour qui essaie de se lancer, est-ce que c'est compliqué? Bah ouais, c'est plus ou moins compliqué parce que tu as du monde, tu as de la concurrence, comment tu arrives à te démarquer, etc. Moi, j'ai l'impression d'être sur un créneau où en fait, j'ai développé tellement un univers à moi et tellement un truc qui tourne autour de ce qui me parle vraiment que j'ai pas l'impression que ce soit compliqué par rapport à la concurrence. C'est plus compliqué par rapport à moi-même. C'est-à-dire de quoi j'ai vraiment envie.
comment je développe mon business model, qui est mon propre business model, parce qu'en fait, je fonctionne pas avec un network, tu vois. Il y a plein de youtubeurs qui fonctionnent avec des networks. Un network, du coup, il prend un pourcentage, c'est un apporteur d'affaires, quoi. Il en exclut avec toi et il t'apporte un pourcentage sur toutes tes OP de marque. Tu penses que c'est la simplicité pour toi de travailler avec un network? Euh, ouais, alors c'est la simplicité dans le sens où je pense que t'as certains youtubeurs et youtubeuses où c'est beaucoup plus simple de fonctionner comme ça. Je pense quand tu es dans la beauté. C'est un business model qui fonctionne très bien. Les marques, elles savent qu'elles vont pas s'adresser directement aux youtubeurs et youtubeuses. Je vais dire youtubeuses parce que c'est beaucoup des youtubeuses beauté, hein. Mais elles vont s'adresser à un network qui va les dispatcher sur les youtubeuses beauté. Et derrière, en gros, le network, tu vois, c'est un business model qui est beaucoup plus simple. Tu parles de produits de beauté, tu es payé pour en parler. Donc voilà, donc évidemment, c'est beaucoup plus simple d'avoir quelqu'un qui démarche toutes ces marques-là et qui ont le réseau. Moi, c'est plus complexe parce que tu vois, j'ai refusé. Il y a des marques de montres, hein, qui me proposent 4000 euros pour que je fasse apparaître une montre pendant l'interview. Bah ouais, mais comment je cale la montre, tu vois, je dois dire une phrase, c'est trop bizarre, ça va arriver un peu comme un cheveu sur la soupe, c'est très très étrange. J'ai dit arriver sur un comme sur un cheveu sur la soupe en 2018. Euh, mais du coup, j'ai un business model qui est un peu plus complexe à trouver parce que ça fonctionne pas sur du placement de produits pour moi. Et surtout, le concept du network, pour moi, ça fonctionne pas parce que c'est du sur-mesure qu'il me faut en fait. Parce que je rentre pas dans une case spécifique de youtubeur. Après, j'ai un agent. Je fonctionne depuis pas longtemps avec un agent, mais avec qui je suis pas en exclu et qui là, par exemple, on est en train de débuter ensemble et qui en gros est en train de monter, en train de chercher des financements pour à moitié plein. Mais derrière, à côté, tu vois, là, je suis en train de fonctionner avec certaines marques. On n'a pas encore signé, mais où en fait, c'est ces marques-là qui m'ont démarché en direct et je négocie avec elles en direct pour faire des contenus en partenariat avec eux, en fait. Mais ça, je peux le faire tout seul, en fait. Tu penses que c'est important de se différencier du coup? Ah bah ouais, carrément, carrément. En fait, t'as une grosse mode de devenir youtubeur. Et le problème, c'est que devenir youtubeur, tu vois, c'est comme la télé-réalité, quoi. C'est un peu ce truc de juste devenir célèbre, en fait. Comme si la célébrité, c'était une fin en soi, tu vois. Euh, Comme si c'était pas le truc qui était juste la finalité du fait d'avoir fait des choses cool, tu vois, et qui parle aux gens. Et t'as un peu ce truc-là où t'as des grosses vagues de jeunes qui refont du Norman, qui refont du Mister V, en fait, qui refont exactement ce que font, là, en ce moment, qui refont du McFly et Carlito. Là, c'est la grosse vague de plein de gamins, plein d'ados qui font les mêmes vannes que McFly et Carlito, qui font les mêmes trucs. Sauf que McFly et Carlito, ils existent déjà, en fait. Ils ont déjà proposé ce truc-là qui était nouveau quand ils sont arrivés, en plus. Euh, donc en fait, les gens n'ont pas envie de voir des copies non plus. Donc là-dessus, ça me paraît compliqué, tu vois, de pérenniser un truc en copiant quelqu'un ou en faisant la même chose que ce que font déjà d'autres gens. Après, c'est toujours la même question, hein. Ce que tu fais, ça existe déjà dans tous les cas. Tu pourras jamais t'as jamais l'idée de ouf parce que tu es obligé d'imiter des gens. En fait, la créativité, ça commence par l'inspiration et l'imitation de ce qui existe déjà. Mais comment toi, tu rajoutes ta brique justement de ce qui t'intéresse et de ce qui te correspond en fait. Moi, tu vois, j'ai pas réinventé l'interview. Moi, je me suis inspiré beaucoup de ce que fait Mouloud Achour. J'adore ce que fait Mouloud Achour dans sa manière, dans son approche des interviews où en fait, il est très en mode. On lui reproche un peu d'ailleurs d'être un peu bisounours et de faire un peu du copinage avec ses invités. Mais pour moi, ça me parle carrément plus que des interviews à l'Ardisson, par exemple, où c'est plus rentre dedans. Euh, moi ça me parle de ouf. Je me suis vachement inspiré de Antoine de Maximi aussi, de J'irai dormir chez vous. Tu vois, avec ce truc caméra embarquée où tu crées des vrais moments, tu vois, des moments vrais avec des gens. Là, c'était vraiment l'idée aussi. Donc tu vois, tout ça, ça existe déjà. Mais je me suis dit, je m'intéresse beaucoup au développement perso. Pour moi, le pari, c'est un peu d'intéresser les jeunes aussi, parce qu'on a souvent tendance à dire, ouais, mais le développement perso, ça intéresse que les gens de 45 ans, qui ont déjà vécu, qui ont connu des échecs, etc. Ou alors c'est un truc de secte aussi? Ouais, il y a aussi ça, bien sûr. Ouais, ouais, ouais. Et tu le vois d'ailleurs dans ce qu'on propose sur YouTube, t'en as où c'est un peu sectaire, où tu fais, ouais, c'est un peu bizarre quand même. Et moi, le pari, c'était plus d'intéresser les jeunes, les ados, tu vois, qui sont en train de se construire et qui se posent justement à ce moment-là plein de questions sur eux, qui sont pas sûrs d'eux, qu'on a tous vécu, tu vois, et qu'on vit encore, tu vois. Mais quand t'es ado, tu le vis évidemment beaucoup plus parce que c'est là que tu te construis vraiment.
et d'apporter des éléments de réponse, tu vois, sur les échecs que tu peux vivre, sur savoir s'entourer, l'importance de savoir s'entourer, sur tout ça, en fait, quoi faire dans ta vie, c'est quand le bon âge pour réussir, tu vois, que des trucs comme ça. Est-ce que tu dois suivre tes rêves d'enfant, voilà. Est-ce qu'on peut faire ce que tu fais sans avoir fait d'études ou c'est important d'avoir fait une grande école et tout ça? Non, non, franchement, moi, je vais te dire aujourd'hui à quoi ça me sert mes études. Donc du coup, en fait, j'ai fait un BTS communication marketing, une licence relations presse relations publiques et un master 1, master 2 en communication marketing. Euh, Aujourd'hui, en tant que youtubeur, ça me sert quand ça m'arrive de donner encore quelques cours, tu vois, de faire quelques interventions auprès de masters. Donc là, tu es obligé d'avoir au moins l'équivalent du diplôme que tu enseignes. Donc là, on me demande mes diplômes. Euh, Voilà, ça me sert qu'à ça en fait. C'est-à-dire qu'à aucun moment on me demande mes diplômes quand je vais interviewer quelqu'un. Si, tu vois, ça m'aide, mais de manière globale, tu vois, aujourd'hui les diplômes ils te servent surtout, bon, si tu es salarié, à avoir un minimum de salaire, à correspondre à une grille salariale. Donc ça, mine de rien, c'est quand même un bagage qui est important, parce qu'on fonctionne malheureusement comme ça en France, ce qui n'est pas le cas dans d'autres pays, hein, mais bon, en France on a quand même ce truc du diplôme. Et, et surtout, ça m'a apporté un réseau aussi, tu vois. Les écoles, elles t'apportent surtout ça, en fait. Elles t'apportent surtout du temps. Moi, j'ai eu surtout 5 années à tester déjà, à faire tout ça en alternance, donc à pouvoir bosser dans des entreprises déjà pendant 5 ans, et à me laisser du temps pour comprendre ce que je voulais vraiment faire, ce vers quoi je voulais aller dans la com, etc. Voilà, c'est surtout ce truc-là que ça m'a permis. Donc aujourd'hui, ouais, mes études, elles me servent parce qu'elles m'ont servi à développer un réseau et à développer du temps à un moment donné pour voir ce que je voulais faire. Mais aujourd'hui, personne ne me demande mon diplôme, en fait. À aucun moment, on me dit, ouais, non, mais ça, est-ce que vous êtes légitime pour faire ça en termes de diplôme? Non, non, il n'y a personne qui me... Jamais personne ne m'a demandé, quoi. Et tu te sens légitime aujourd'hui ou tu as la peur d'être un imposteur comme beaucoup de personnes ont? Bah ouais, parce que du coup, vu que t'as pas besoin d'avoir de diplôme, tu te sens un peu... t'as rien pour te raccrocher, tu vois. Autant, tu vois, quand t'es chargé de com à la SNCF, tu dis, bah attendez, je suis légitime, j'ai un master 2 en communication marketing, quoi. Alors que ça se trouve, t'es un putain d'incompétent, mais au moins tu dis, non, non, attendez, je suis légitime, j'ai quand même fait 5 années d'études, j'ai payé mon école et tout. Autant nous, dans nos métiers, là, on est... Tes diplômes te servent à rien en fait parce que c'est le public qui parle, c'est les gens qui choisissent, et puis t'as aucun moyen de savoir si ce que tu fais c'est bien ou pas en fait. C'est-à-dire que c'est vraiment du doute constant. Et que tu sois là à mon échelle où je me cherche, comme j'ai des amis qui ont 1 million d'abonnés, tu vois, bah, ils se cherchent encore, tu vois, et ils ont encore ce syndrome de l'imposteur à se dire putain, mais c'est trop bizarre que je sois là aujourd'hui, tu vois, qu'est-ce que je fous là, pourquoi moi, est-ce que vraiment ce que je fais c'est qualitatif, donc c'est compliqué. Moi j'ai un peu un syndrome de l'imposteur, mais je suis très vite passé au-dessus. Très jeune, tu vois, très jeune, j'ai des souvenirs d'avoir 11-12 ans et de démarcher, et d'avoir des rendez-vous en mairie pour organiser des événements, tu vois, des événements culturels, etc. Donc très tôt, en fait, moi j'étais un impatient de ouf. Vers 11-12 ans, je comprenais pas qu'on me parle comme un gamin, je comprenais pas pourquoi moi je pouvais pas monter des projets. Donc j'ai commencé très tôt à monter plein de projets en fait. Donc tu vois, j'ai commencé un taf de community manager très tôt, vers 11-12 ans, où je montais des forums de discussion sur plein de sujets que j'animais en fait, qui était le début du community management, hein, on n'en parlait pas à ce moment-là. C'est un temps où on était sur MSN, hein, où il n'y avait pas Facebook. Et du coup, tu vois, c'est où j'avais des communautés de 2000-3000 personnes, ce qui était énorme à l'époque, et où j'avais envie d'être proactif, d'anticiper. Je montais des fanzines, je montais des magazines, je montais plein de projets, des pièces de théâtre et tout. Tu te faisais plaisir, quoi. Ouais, exactement. Mais j'avais toujours la frustration de mon âge. Et aujourd'hui, à 26 ans, c'est cool parce que tu vois, dès mes 20 ans, tu vois, j'ai commencé à rattraper tout ça parce que d'un coup, j'avais la légitimité auprès des gens. Parce que d'un coup, j'avais un âge qui faisait que, oui, là, ça y est, j'avais l'âge pour monter des projets. Donc d'un coup, je me disais, putain, je fais la même chose que ce que je fais depuis que j'ai 11 ans. En tout cas, j'ai la même envie, mais d'un coup, ça répond beaucoup plus facilement parce que en face, dans les yeux des gens, j'ai l'impression d'être plus légitime. Donc il y a ça où je me sens plus légitime, mais sinon... Non, 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 non. En vrai, j'ai pas trop. J'essaie de passer outre le syndrome de l'imposteur parce que je me remets en question tout le temps, je teste plein de choses et j'essaie de me faire confiance au maximum. Dans une de tes vidéos, tu parles de la notion d'échec, mais est-ce que tu as un exemple d'échec à nous raconter? C'est une bonne question. C'est une bonne question. Alors moi, je me suis rendu compte il y a pas longtemps que j'avais une vision de l'échec
Que je vivais très bien les échecs parce que j'avais pas le même seuil d'échec que les autres gens. Je m'explique. Il y a plein de moments que j'aurais pu vivre comme des échecs et où en fait je les ai pas vécus comme des échecs. Là où certaines personnes auraient pu se dire putain là j'ai foiré, c'est un échec, etc. Moi des fois je l'ai oublié, tu vois, et où je me dis non, bah non, là en fait c'était juste une. J'ai j'ai- j'ai, hum, j'ai déjà compris que l'échec c'était juste une étape vers la réussite, tu vois. Et si tu fais référence à la vidéo avec Panayotis Pasco, par exemple, où il parle de l'échec, justement, où il explique un peu ce truc-là, et où il explique que lui aussi, il a eu pas mal d'échecs, mais que du coup, c'est le fait qu'il réussisse derrière, c'est pas le fait qu'il ait eu moins d'échecs que les autres, il en a eu autant, mais c'est juste la manière dont il les a vus et la conclusion qu'il en a tirée derrière. Moi, il y a plein d'échecs que j'ai jamais vus comme des échecs, où après coup, je me suis dit, ah ouais, c'est vrai que ça c'était un échec, mais vu qu'en fait j'avais déjà appris de mes erreurs et j'avais déjà su rebondir, bah, je l'ai pas vu comme des échecs. Tu vois, des trucs tout cons, mais je fais une interview de Julien Méniel sur savoir se réinventer dans la vie. Euh, on marche sur des graviers, bah, tout le long il y a des graviers hyper forts dans la vidéo, tu vois. Et là, au moment où ça sort, je me dis putain, fait chier, ça c'est vraiment un échec et tout. Enfin, c'est chiant, tu vois. Les gens vont pas arriver à se concentrer sur le truc. Je sors le truc quand même. Malgré tout, ça fonctionne. On entend les voix et tout. Il y a deux, trois personnes qui me font la remarque. Bon, voilà, j'apprends de cet échec-là et je suis pas en mode, je me mets pas en boule dans mon coin en disant putain, là j'ai foiré, etc. Je fais une interview de Roman Fressinet là dernièrement. Mon micro lâche, donc on ne m'entend pas du tout. Donc là, énorme échec. Je me dis ah mais merde, mais comment je fais? C'est pas possible. Après, je relativise très vite. Je me dis, ok, c'est pas le micro de Roman déjà qui a merdé, donc on entend très bien ce qu'il dit. Je me dis, ok, bah allez, vas-y, directement, on trouve une solution. Je redouble ma voix et voilà, je fais de la post-synchro et ça sort comme ça. On entend un peu que c'est la post-synchro, mais c'est pas grave, c'est pas parfait. Au moins, j'ai trouvé une solution. Le fait d'avoir travaillé en agence pendant 4 ans, ça m'a beaucoup aidé à ça aussi. Parce que tu es en pression constante, tu fais beaucoup d'heures, tu es sur du multi-projet et en fait, tu as des merdes tous les jours. C'est-à-dire que tu as des problèmes et des échecs tout le temps. Et tu es obligé de trouver des solutions constamment. Donc en gros, t'as pas le temps d'être face à un échec et à te dire ah non, ok, mince, c'est pas ça. Donc là, je trouve une solution. Tu vois, ERDF, je l'ai un peu pris comme un échec, de me dire mince, j'arrive pas à tenir dans cette boîte, je suis obligé de démissionner, quoi. Mais en fait, très vite, cette notion d'échec-là, elle a disparu parce que je me suis dit bah non, mais en fait, pourquoi ça a foiré? Parce que c'est juste pas ce que j'ai envie de faire. Et en fait, ça a juste été l'expérience de se dire ok, j'ai testé ça, je voulais le tester, c'est pas ce que je veux, et au moins là, j'en ressors grandi parce que maintenant, je sais que je veux pas à l'instant T faire de la com interne dans une grosse boîte. Et ça veut dire que là, maintenant, il faut que j'aille en agence. Et c'est après que j'ai travaillé en agence d'ailleurs. Donc, j'ai pas d'exemple de gros échecs. Peut-être que j'ai pas eu de gros échecs non plus, hein, j'en sais rien. Peut-être qu'en juillet, là, quand mon chômage s'arrêtera et que ma chaîne rapportera pas d'argent, je te dirai bon, bah là, je suis face à un gros échec et dans ce cas-là, qu'est-ce que je fais? Mais non, je suis plus partisan de transformer le risque en opportunité et puis face aux échecs, trouver des solutions directes en fait. Est-ce que tu as eu des moments où tu as eu envie d'abandonner? Ouais, tout le temps. Tout le temps, j'ai tout le temps envie d'abandonner en fait. Non mais c'est fou parce que tu vois, mes amis d'enfance, etc., me disent souvent, ma famille et tout, toujours l'impression que genre, je suis jamais démotivé, que j'ai 1000 projets à la seconde, que je crois trop en moi, etc. Sauf que, ouais, tout le temps, j'ai envie d'abandonner, tu vois. Euh, la vidéo de Roman Fressinet, quand je vois que mon micro a pas fonctionné, je suis en mode vas-y, c'est bon, allez, on arrête, tant pis, j'arrête les vidéos, j'en ai plus rien à foutre, je change de métier, vous m'emmerdez tous. Donc, ouais, j'ai envie d'abandonner et après, je trouve une solution. Tu as tendance à te fouetter? Ouais. Alors, j'essaie au maximum de pas le faire parce que c'est vraiment contre-productif. J'essaie d'être dans une psychologie positive au maximum. Mais il y a des moments où c'est compliqué et où j'ai tendance à m'auto-flageller un peu, ouais. J'essaie de franchement de pas le faire, tu vois. Mais ça m'arrive même pendant une vidéo, tu vois, pendant que je tourne une vidéo, de me dire putain, mais ça c'est. Tu vois, là j'ai tourné une vidéo qui sort bientôt, qui est sur la corrélation entre le cerveau et ton langage, et donc qui est liée à la psychologie positive. Et j'ai testé un truc un peu nouveau, tu vois. Et en plein milieu du tournage, je me dis, ah, je sais pas en fait si ça marche. Je me dis, vas-y, on arrête tout, etc. Et heureusement, bah là, c'était Lou Howard qui m'aidait sur la réal et tout, parce que j'étais pas sûr. Euh, et, euh,
Et du coup, elle me dit non, non, vas-y, continue. Et donc, elle était là pour me rebooster, tu vois. Donc, heureusement que j'ai des gens autour de moi qui me reboostent parce que j'ai des doutes constants et même pendant que je tourne une vidéo, tu vois. Après, heureusement, ça m'empêche, c'est pas contre-productif. Donc, ça ne m'empêche jamais de faire les choses. Donc, ouais, je me pose des questions tout le temps. J'ai tout le temps envie d'abandonner. Pour autant, c'est ok, tu vois. Je fais les choses et je me pose pas trop de questions non plus. Tu penses que c'est plus un travail à faire sur le lâcher prise? Ouais, ouais, le lâcher prise, il est hyper important. Ce truc-là d'arrêter de penser et de faire, en fait. Penser, évidemment, c'est hyper important. Mais je vois trop de gens qui ont des idées de projets, qui viennent m'en parler, qui me disent ouais, moi je veux monter une chaîne YouTube ou je veux faire ces podcasts-là ou ouais, moi j'ai ce projet-là de monter ma boîte. Et un an après, en fait, tu les revois et tu leur dis bon, bah alors, ça en est où? Ouais, bah non, bah j'ai pas pu faire ça, mais c'est toujours un projet, hein, mais là je peux pas faire ça parce que si, parce que ça. Et à un moment, tu te dis bah ouais, mais en fait, à quel moment tu vas te réveiller, à quel moment tu vas regarder dans le rétro et tu vas te dire ah merde, en fait, ça fait longtemps que je fais de la merde et que je fais pas ce que j'ai vraiment envie de faire. Donc ça, j'en ai eu conscience très tôt. Et vu que j'ai toujours, l'école a été très compliquée pour moi, je me suis toujours très vite rabattu sur des projets perso et sur qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma vie et faire des trucs en fait. Donc je me rends compte que j'étais beaucoup plus dans l'action que dans l'intellectualisation sans faire. En gros, moi, il y a des gens qui sont comme ça, hein, mais moi, ça fonctionne pas du tout comme ça. Je prends pas plaisir à réfléchir à un projet et à juste le fantasmer et à jamais le faire. Pour moi, réfléchir le projet, c'est hyper cool. Je me dis, ah, c'est trop bien, sauf que j'ai envie de le faire très vite. Et comment tu fais pour trouver tes idées? Euh, bah, en fait, je m'inspire de. Ça fait très bateau, hein, mais je m'inspire un peu de tout ce qui m'arrive dans ma vie. Je lis énormément. La lecture, c'est quand même c'est un truc de fou, tu vois. Plein de lectures, mais pas forcément des lectures en dev perso. En plus, tu vois, il y a plein d'idées de sujets qui m'arrivent en lisant juste des romans ou des histoires. Ou alors des romans, ça fait longtemps que j'en ai pas lu. Mais même des essais ou des choses comme ça. En gros, des témoignages de la vie de tous les jours, tu vois. Et où je me dis, ah cool, ça c'est cool en effet. C'est un truc de vie qui peut être intéressant et qui peut être intéressant à raconter. Après, là, j'ai testé il y a pas longtemps parce que pendant le live, justement, on parlait de la créativité avec Panayotis et Baptiste Lorbert sur le dernier live que j'ai fait sur ma chaîne. Et où en fait, ils expliquaient que la créativité, c'est un métier. Donc, c'est pas non plus le cliché d'attendre non plus. Tu vois, tout à l'heure, je disais, c'est bien de se faire des bulles d'air et de pas être trop dans le faire. En même temps, l'idée, c'est pas non plus de rester le cul sur une chaise et d'attendre que l'inspiration vienne. Donc là, j'ai testé, tu vois, je vais sortir un nouveau format bientôt. Et en fait, j'ai testé, j'arrivais pas trop à le formuler. Et en gros, j'ai testé l'écriture automatique. Où en gros, tu te poses devant soit une feuille, un stylo, soit devant un ordinateur. Moi, je l'ai fait là sur mon téléphone, sur mon appli Note. Et en gros, tu te donnes 10 minutes, tu lances le chrono, et pendant 10 minutes, tu dois écrire non-stop. C'est-à-dire que tu t'arrêtes pas du tout. Donc en gros, t'as pas le temps de réflexion et t'es vraiment dans tout ce qui te passe par la tête. Et du coup, bah, en gros, ça te fait ressortir des trucs. Donc les trois quarts sont achetés, hein, parce que tu sors des trucs qui n'ont pas de sens, tu sors des trucs qui... Voilà, ou des phrases qui n'ont aucun sens, tu vois, qui sont grammaticalement parlant dégueulasses. Mais dedans, t'as plein d'idées parce que ça t'oblige à sortir des trucs. Et moi, ça m'a sorti plein d'idées comme ça sur ce format-là. Donc en gros, voilà, je me force à me mettre des temps quand même de créativité. Et après, c'est beaucoup en échangeant avec les gens. C'est beaucoup en discutant. Moi, j'ai plein d'idées en échangeant des idées, justement. Est-ce que tu crois au hasard ou pas? Ah, une bonne question. On en a discuté sur ma vidéo avec Roman Fressinet, justement. C'est très complexe. Moi, je crois au hasard, mais je crois surtout au hasard déclenché. C'est-à-dire que pour moi, il n'y a jamais des choses qui arrivent par hasard en ne faisant rien. Et moi, j'ai un truc très intuitif. D'ailleurs, on en parle longuement, même dans une interview où je suis chroniqueur dans une émission qui s'appelle Wake Up. C'est Wake Up Book Club même. Et en gros, c'est un club de lecture où là, on parlait de l'alchimiste de Paulo Coelho. Et en gros, on parle de légende personnelle, etc. Et donc, il y a une grosse partie qui parle de hasard dans ce bouquin-là. Et où moi, j'explique que je suis vachement mon intuition et je crois vachement à ce que l'univers met en place dans ma vie, tu vois. Et c'est toujours des choses que moi, j'ai déclenché, tu vois. Il n'y a jamais des choses qui sont arrivées où je me suis dit, ah non, ça, je ne l'ai pas mérité, ou ça, c'est bizarre, j'ai pas eu l'instinct avant de le faire, tu vois. Donc je crois au hasard, mais je pense qu'on a une grosse part de responsabilité dans notre hasard.
Pour illustrer cette notion de hasard, j'ai une liste de mots devant moi. Tu vas dire un nombre entre 1 et 30 et on va voir où le hasard t'amène. Écoute, je vais te dire 29. Le 29, c'est la réussite. Est-ce que ça te parle? Ouais, ça aussi, c'est très. On a tous notre définition de la réussite, tu vois. Euh, Ça, c'est un truc que, par contre, que j'ai compris assez tardivement. Où, quand j'étais adolescent, j'avais souvent tendance à cataloguer les gens entre ceux qui avaient réussi et ceux qui n'avaient pas réussi, tu vois. Mais je le voyais par mon prisme, en fait. Alors qu'en fait, tu as des gens, tu vois, t'as des gens qui peuvent être caissiers toute leur vie en supermarché et qui, en fait, estiment avoir réussi leur vie parce que soit leur métier leur plaît vraiment. Moi, j'ai du mal à concevoir ça, mais il y a des, tu vois, il y a des gens où ça leur plaît vraiment de faire ces tâches-là. Ou alors qu'en fait, ça leur permet juste de développer d'autres trucs à côté dans leur vie qui sont plus importantes, tu vois, des trucs de... Moi, j'ai des amis, donc je suis normand, j'ai des amis qui sont dans des tafs qui leur plaisent, mais où ils sont pas autant que moi à fond, tu vois. C'est pas des métiers passion de ouf, mais où en fait ça leur va parce que leur équilibre, c'est de se retrouver 3 4 fois par semaine avec leur famille, c'est de créer des vrais temps où en fait ils ont du temps de pause comme ça, ce que moi je fais pas par exemple, tu vois. Moi, ma famille, je la vois pas 3 4 fois par semaine, je les ai pas au téléphone tout le temps, je les vois beaucoup plus rarement. Euh, et pour autant, tu vois, eux, ça se trouve, s'ils me voyaient, ils me diraient putain, mais t'as pas réussi ta vie, toi. Tu vois très peu ta famille ou t'as très peu de temps pour toi, entre guillemets, parce que j'ai beaucoup de temps pour moi, mais en même temps, c'est beaucoup de temps sur mes projets, où t'as pas beaucoup de temps pour souffler, etc. Donc pour moi, la réussite, elle est propre à chacun. Moi, j'estime avoir réussi des choses. Après, évidemment, c'est un long chemin, hein. Donc il y a plein de choses que j'ai pas encore réussi. Et heureusement que c'est un truc qui est pas figé, la réussite. C'est-à-dire que tu redistribues les cartes constamment, hein. Tu viens de réussir un truc, bah c'est cool, mais maintenant t'as d'autres trucs à réussir après, tu vois. Donc mais par contre, j'aime bien ce truc de petite victoire. J'essaie au maximum, j'ai beaucoup de mal, mais j'essaie de fêter les petites victoires. C'est compliqué, hein, parce que je suis un peu quelqu'un d'impatient et très dans l'action, donc je me dis non, allez hop, on vient d'avoir une victoire, c'est bon, on repasse à autre chose. J'en avais discuté avec Fab de Mademoiselle, qui a monté Mademoiselle, qui disait que lui, il avait beaucoup travaillé sur lui-même aussi parce qu'il fêtait jamais les petites victoires, sauf que il a une équipe et qu'il ressentait que son équipe avait besoin de fêter un peu ces trucs-là et d'avoir de la reconnaissance en fait. Et je pense que ça, c'est vrai sur une équipe. Dans le management, quand tu dois manager une équipe, tu as besoin de fêter les victoires, de montrer de la reconnaissance. Et c'est vrai par rapport à toi-même, en fait. Tu as besoin d'être reconnaissant avec toi-même, tu as besoin de fêter tes propres victoires parce que sinon tu souffles jamais. Et moi, tu vois, je suis impatient. Souvent, là, je me dis, ah, ça va pas assez vite, ou ah, j'ai pas trop réussi, etc. Et là, je me dis, ok, bah, regarde juste un an en arrière et regarde où tu étais il y a un an, regarde où tu en es là. C'est cool, tu vois, tout se passe comme prévu, tout se passe très bien et voilà. Donc, ouais, non, pour moi, les réussites, c'est ça. Est-ce que dans ton passé, tu étais un ancien timide et comment tu as fait pour passer au-dessus de ça? Euh, je dirais pas ancien timide. Quand j'étais gamin, j'étais assez. En fait, j'étais pas tant réservé que ça. J'avais pas de mal à parler aux gens, j'avais pas de mal à m'exprimer, etc. Mais j'avais peut-être plus de mal à m'exprimer en public. Où j'avais tendance à plus perdre mes moyens quand j'étais face à un groupe que individuellement avec les gens où j'avais pas de soucis. Donc c'est là où, ouais, où je te disais que le théâtre m'a beaucoup aidé parce que bah, en fait tu te lèves, tu vas faire une impro et tu es devant 50 personnes en atelier et après bah, pareil, moi je faisais de l'impro et donc de l'impro tu faisais ça devant 500 personnes sur une scène. Donc ça m'a un peu jeté dans le grand bain. Ça m'a pas mal aidé là-dessus. Et tu vois, aujourd'hui, je donne des cours, je fais des conférences donc auprès de classes de 50 étudiants ou alors dans une salle de conf de 300-400 personnes. Et ça, je pense avoir des restes de ça. Après, j'ai jamais eu l'impression d'avoir fait un vrai combat non plus, tu vois. C'est-à-dire que ça m'a aidé à mieux m'exprimer en public, mais je partais pas de loin non plus, tu vois. J'ai jamais été j'étais pas le gamin dans son coin qui avait du mal à parler. J'étais plutôt le gamin qui avait plein d'amis au collège, au primaire, collège, etc. Qui avait des soucis, hein. On a tous des soucis quand on est gamin, mais j'étais pas détesté des gens ou alors j'étais pas, je m'excluais pas du groupe. Pour toi, c'est quoi la chose la plus importante en amitié? Euh, la chose la plus importante en amitié, il y en a plusieurs. Moi, je suis hyper fidèle. Pour moi, la fidélité, elle est hyper importante en amitié.
c'est vraiment de ce truc de se dire, tu vois, moi j'ai des potes, je sais que je peux les appeler à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. Bah, ils répondront et ils viendront m'aider, tout comme eux peuvent m'appeler à n'importe quelle heure. Tu vois. J'ai un ami, Kevin, qui est un pote d'enfance, qui a une chaîne YouTube qui s'appelle Elix YouTube d'ailleurs, où il parle de super-héros. Et c'est avec lui que j'ai coécrit à moitié plein d'ailleurs. Et pareil, tu vois, là, je le mets sur des projets. Quand je reviens sur Caen, on se voit direct. Tu vois, la dernière fois, j'avais laissé ma voiture garée à côté de la gare. À minuit, je rentre. Ma voiture ne démarre pas. Je l'appelle à minuit. Il était sous la douche. Bah, il a fait OK, il s'est rhabillé, il est venu me chercher. Et voilà, tu vois. Euh, et pour moi, c'est vachement important, ce truc-là, de pas abandonner tes potes, tu vois. J'ai beaucoup de mal avec les gens qui voient l'amitié plutôt comme un truc. Où en fait, bah, tu vois les gens, après tu leur donnes plus de nouvelles pendant 10 ans et tu leur redonnes des nouvelles, etc. Même si, bon là, si je dis ça et qu'il y a des gens qui m'écoutent, je suis la pire personne pour donner des nouvelles. Hein. Je suis vraiment. Moi, tu peux vraiment des fois ne pas avoir de nouvelles de moi pendant 3 mois et en fait, il n'y a pas de souci. Je travaille là-dessus hein, parce que c'est pas du tout un truc que je fais exprès. Mais pour moi, c'est vraiment ce truc-là de s'intéresser à la vie de tes amis en fait, tu vois, et de pas revenir juste quand tu as besoin d'un coup de main ou des trucs comme ça quoi. Donc ouais, pour moi cet échange de services, ce truc vraiment gagnant-gagnant de l'amitié, il est hyper important et ça peut pas être à sens unique, tu vois. Parce que sinon pour moi c'est tu profites juste des gens et de ce qu'ils ont à t'apporter. Quel est le sujet qui est trop sérieux pour en rire? C'est une bonne question. C'est une bonne question. Moi j'ai tendance à rire un peu de tout. Même si je me rends compte, je revois des vieux sketchs, des vieux sketchs d'humoristes il y a 8-9 ans, une dizaine d'années. Aujourd'hui, j'ai beaucoup plus de mal. Alors évidemment, tu vois, il y a tout le climat ambiant, il y a eu pas mal de prises de conscience sur plein de choses. Il y a vraiment des sujets où c'est pas les sujets en soi, c'est plus comment t'amènes les blagues. Pour moi, il y a des sujets qui sont plus touchy autour du racisme où il y a eu un espèce de racisme un peu banalisé, où des fois, des blagues qui me pouvaient me faire rire avant, maintenant je suis plus en recul en mode oh, je suis gêné par cette vanne. Par le sexisme aussi, tous ces sujets de genre, etc. Où j'ai plus facilement une prise de recul sur plein de clichés de la vie, etc. Des relations entre les femmes et les hommes, entre les hommes et les hommes, toutes les blagues. Toutes les blagues sur les homosexuels, j'allais dire homophobes, mais bon, si c'est une blague, c'est pas censé être homophobe au départ, mais bon, la limite, elle est un peu fine aussi. Donc ouais, il y a tous ces sujets un peu touchy qui me paraissent plus compliqués à aborder, mais où pourtant il y a des gens qui le font très bien, tu vois. Blanche Gardin, par exemple, Blanche Gardin, pardon, elle aborde des sujets qui sont hyper touchy, mais elle le fait avec finesse. Si c'est fait avec finesse et intelligence et que tu veux dénoncer des choses, pour moi, tu peux vraiment rire de tout. Euh, mais voilà, mais il faut que ce soit bien écrit et bien fait. Est-ce que tu trouves que tu es en décalage avec les gens qui t'entourent? Ouais, ben moi je me suis toujours, j'ai envie de dire, je me suis presque habitué en fait, parce que pour moi je me suis toujours senti en décalage avec les autres. Même plus jeune? Ah ouais, surtout plus jeune. Je crois que je me sens moins en décalage avec le monde aujourd'hui que je ne l'ai été plus jeune. Euh, Moi, j'ai eu des questions existentielles très tôt, tu vois. Très tôt, vers 6-7 ans, j'ai commencé à me poser des questions et à poser des questions à mes parents sur le sens de la vie, sur la mort, sur tout ça. Les pauvres, ils ont dû un peu s'inquiéter à ce moment-là, se dire, c'est quand même un peu tôt, non? Mais en gros, j'ai eu ces prises de conscience-là vachement tôt et j'ai toujours été beaucoup plus mature dans mes raisonnements et dans mes sujets de réflexion en fait. Ce qui fait que j'ai toujours été hyper en décalage en primaire avec les autres, en collège aussi et lycée énormément. Collège beaucoup. Donc ça a toujours été un peu plus compliqué là-dessus. Parce que j'avais pas les mêmes aspirations que mes potes. Pour autant, tu vois, ça créait pas un fossé non plus, parce que comme je te disais, je m'entendais très bien avec plein de gens, j'étais pote avec tout le monde, j'étais le mec un peu marrant en plus, qui faisait des blagues, avec qui on s'entendait bien et tout. Euh, mais et au lycée, même à l'adolescence, tu vois, j'arrivais à parler de sujets plus lourds avec mes potes, on se confiait beaucoup sur plein de trucs, chose que les mecs entre eux ne font pas forcément beaucoup. Mais ouais, non, je me sens encore un peu en décalage avec plein de choses de la vie. Mais aujourd'hui, franchement, là, à 26 ans, je crois que j'ai jamais été autant à l'aise avec moi-même. Et tant mieux, et j'espère que ça va aller en s'améliorant. J'ai l'impression que pour moi, la trentaine, c'est vraiment l'âge où où t'as plus rien à prouver, tu vois, où t'es plus à l'aise avec toi-même et où c'est ok, tu vois, où tu sais à peu près ce que tu veux faire et tout.
Ça se trouve, dans un an, je serai en mode putain, je sais pas du tout ce que je veux, je suis pas du tout à l'aise avec moi-même, etc. Mais en gros, moi, j'ai quand même beaucoup moins de complexes aujourd'hui par rapport à mon corps, à moi, à ce que je suis, à ma façon de penser et tout, que je l'ai été quand j'étais gamin, quoi. Bah justement, tu parlais de Paulo Coelho dans le développement personnel, mais est-ce que c'est important de se connaître pour avancer? Ah ouais, de ouf. Bah, de ouf parce qu'on a tous des bagages énormes de croyances, tu vois. Et là, aujourd'hui, j'arrive à un âge en plus, tu vois, à 26 ans, où tous mes potes qui ont une trentaine d'années, entre 26 et 30 ans, ceux qui n'ont pas appris à se connaître, ils font souvent des métiers où en fait, c'est leurs parents qui attendaient ça d'eux. Soit leurs parents, soit un proche, soit ce qu'on leur a inculqué à l'école, soit la société en elle-même, tu vois, où souvent on a. Alors évidemment, on parlait de la liberté, on n'est pas 100% libre de ce qu'on pense et de nos comportements et tout, parce que c'est toujours conditionné. Mais on a quand même, je suis assez optimiste là-dessus, et je trouve qu'on a quand même une grosse part de liberté là-dedans, de choisir ce qu'on veut faire, et on a une marge de manœuvre justement dans cette grosse case dans laquelle on est, de pouvoir faire des choses. Et pour moi, apprendre à se connaître le plus tôt possible, c'est hyper important parce que ça t'évite de perdre du temps ou alors d'aller vers des chemins qui pourraient ne pas te correspondre, tu vois, pas correspondre à tes valeurs, qui pourraient amener de la souffrance, ou tu pourrais ne pas comprendre pourquoi, tu vois, pourquoi ça te plaît pas, pourquoi tu es dans une situation qui te convient pas. Et aujourd'hui, ce qui est cool, c'est qu'avec Internet, avec tu vois, le nombre de podcasts, le nombre de chaînes YouTube, le nombre de choses, et même de livres en fait, tu vois, qui existent, on a un accès à l'information là-dessus pour apprendre à se connaître qui est énorme. Et ouais, donc pour moi, c'est hyper important. Et en plus, c'est hyper important de le faire régulièrement et de se poser régulièrement la question. Parce que on n'est pas la même personne qu'on était il y a 2 3 ans. Donc la personne qu'on est, nos valeurs, ce à quoi on aspire, évoluent aussi. Donc c'est important de se poser la question régulièrement. Ouais. C'est vrai qu'il y a plein de personnes qui ont entre 30 et 40 ans et qui se disent putain merde, c'est pas la vie que je veux en fait, et ils plaquent tout, mais toi tu l'as fait il y a pas longtemps du coup. Carrément. Dans la com, moi je le vois, parce que dans la com marketing, on est les premiers. Tu sais, on parle beaucoup de bullshit jobs, tous ces jobs qui n'ont pas de sens et où on a l'impression que c'est pas utile. Ouais, c'est ça. Et puis c'est qui sont des jobs un peu symboliques du capitalisme, tu vois, où on a l'impression qu'on a rajouté de l'emploi pour de l'emploi et qu'on n'est vraiment pas dans des trucs hyper utiles. Et dans la com, moi, du coup, je le vois énormément de gens à 30 ans qui se cassent et qui vont changer de métier et qui vont souvent vers des métiers de l'artisanat ou des métiers qui ont un vrai sens pratique et où ils retrouvent une utilité, en fait. Est-ce que tu as envie d'être aimé? Euh, Ce serait très hypocrite de dire non, hein, évidemment. Donc, évidemment, oui, comme tout le monde, je pense que j'ai envie d'être aimé. Je suis en train de réfléchir à quel point j'ai envie d'être aimé. Je pense qu'aujourd'hui, j'ai besoin de moins de l'approbation des gens que je l'ai été. Je pense que j'étais beaucoup plus en manque affectif à l'adolescence, tu vois, où j'attendais beaucoup plus d'être validé, où j'attendais beaucoup plus d'être aimé qu'aujourd'hui. Euh, Sûrement aussi parce que j'ai compris que en m'aimant moi-même déjà, commençant par ça qui est déjà un gros taf, en m'aimant moi-même et en étant en adéquation avec ce que je veux faire, en adéquation avec mes valeurs, avec moi-même, bah, t'es forcément aimé en fait par les gens, j'allais dire qui te méritent entre guillemets, ça fait très un but de soi-même de dire ça, mais c'est ça en fait, en gros ça te fait être aimé par les gens avec qui tu es en adéquation. Alors que souvent quand tu cherches à être aimé à tout prix, tu vas souvent tendance à vouloir être aimé par des gens qui ne te rendront pas ça à ta juste valeur ou qui du coup t'aimeront même jamais, tu vois. Donc tu es toujours un peu dans cette frustration de vouloir être aimé, dans cette course du coup à, à être aimé par les gens. Et pour moi, c'est contre-productif en fait, parce que du coup, c'est hyper chronophage, ça te prend énormément de temps, ça te bouffe beaucoup l'esprit, et surtout, tu n'arrives jamais au résultat que tu veux en fait. Parce que plus tu attends des gens, plus tu es déçu aussi au final, tu vois. Donc, ouais, évidemment, j'ai envie d'être aimé par les gens, j'ai envie d'être aimé pour ce que je fais, pour qui je suis. Mais c'est en me concentrant sur mes projets, en me concentrant sur ma vie, en me concentrant, tu vois, à mon échelle, en faisant le bien autour de moi aussi, en étant bienveillant autour de moi, que je serai aimé, tu vois. J'ai pas d'autres démarches particulières à faire pour être aimé par les gens. On parlait de réussite tout à l'heure. Pour toi, c'est quoi les 3 clés pour ne pas réussir? Euh, la meilleure clé, alors pour moi, la meilleure clé pour ne pas réussir, c'est être sur tous les projets en même temps. J'ai plein d'amis hein, qui sont sur 1000 projets en même temps, mais qui sont sur aucun projet. Donc pour moi, c'est hyper important de se dire, ok, vers quoi je veux aller? J'ai un objectif précis.
Maintenant, qu'est-ce que je mets en place concrètement pour réussir mes projets et surtout sur quel projet je me mets à fond, quoi. Donc choisis un ou deux projets et mets-y-toi à fond et essaie pas de faire un éventail de 1000 trucs parce que tu vas te disperser, parce que tu vas jamais aboutir sur tous tes projets. Donc ça, je crois que le truc pour ne pas réussir, c'est vraiment le fait d'être sur 1000 projets. Deuxième conseil pour ne pas réussir, ce serait rester chez soi. Surtout ne rencontre pas de personnes, parce que si tu rencontres un maximum de gens, c'est sûrement des gens qui pourront te faire bosser après, c'est sûrement des gens qui vont t'apporter énormément, donc surtout, ce serait dommage de te nourrir des autres gens, donc reste chez toi surtout. Netflix. Exactement, ouais. Même si Netflix c'est très bien, tu vois, parce qu'en regardant des séries et tout, t'apprends des trucs. Après, il y a des bons documentaires. Ouais, il y a des documentaires super intéressants sur Netflix. Je crois qu'il y a un documentaire sur la masculinité d'ailleurs qu'il faut que je regarde, qui paraît qui est hyper intéressant. Mais ouais, non, il faut sortir, faut rencontrer des gens. Tu vois, aujourd'hui, je suis réal pour Panayotis Pasco, pour sa chaîne. Bah, je l'ai rencontré parce que je l'ai interviewé sur ma chaîne, en fait, il y a 1 an, et qu'on est resté en contact, et qu'on s'est re-rencontré derrière et tout. Donc, pour moi, le réseau, il est hyper important. Donc voilà, ça fait 2. Un autre conseil aussi pour ne pas réussir, c'est de ne surtout pas parler de ses idées, et de ne surtout pas parler de ses projets. Garder pour soi toutes ces idées parce qu'on pourrait nous les voler, ce serait dommage. Et puis surtout, ce serait dommage d'en parler aux gens et qui t'apportent aussi des éléments de réponse, qui t'apportent des idées que tu n'avais pas pensées. Et surtout que derrière, ils puissent déjà en parler à d'autres gens qui pourraient être intéressés pour soit financer tes projets, soit y participer. Voilà. Donc ça, c'est... Non. Franchement, pour réussir un projet, moi, je suis vraiment partisan de... Je suis vraiment pas dans l'idée de... On te vole des idées, tu vois. Pour moi, les idées, une idée, ça vaut rien, tu vois. D'ailleurs, tu peux pas breveter une idée, parce qu'une idée, c'est une idée. Tu peux breveter, par contre, la manière dont tu réalises ton idée. Je crois que c'est Oussama Hamar qui disait que ton idée, en fait, c'est de la merde, ça vaut rien. Exactement, ouais. Évidemment, donc ça, Oussama Hamar, qui est très start-up. Donc après, il y a aussi les dérives des start-up où tu peux avoir ce truc inverse, tu vois. Donc après, je suis pas en train de dire, surtout parle de tes idées à tout le monde, parce qu'évidemment, bah, tu as aussi des idées, des concepts où tu peux aussi te faire niquer et quelqu'un le sort avant toi, tu vois. Mais moi, je parle énormément. Tu vois, là, je te disais, là, j'ai eu un concept pour une idée pour un nouveau format. Bah, le premier truc que j'ai fait là cette nuit, dès que j'avais un truc qui tenait un peu la route sur le concept, sur le déroulé de l'émission, etc., je l'ai envoyé à 5-6 personnes proches, tu vois, dont leur avis m'intéresse. Et j'en parle et ils m'ont donné des idées. Tu vois, eux-mêmes ils se sont dit ah ouais, techniquement il pourrait y avoir ça. Et donc tu vois, ça aide de ouf parce que derrière, je vais proposer un format qui a déjà été réfléchi par d'autres gens à plusieurs cerveaux, quoi. Donc ouais, ce seraient les 3 trucs, les 3 trucs pour ne pas réussir. Tu t'en souviens du coup? Ouais, 3 trucs pour ne pas réussir. Ne parlez surtout pas de vos projets autour de vous. Ne rencontrez surtout pas un maximum de personnes. Restez chez vous. Et surtout, dispersez-vous un maximum sur plein de projets. Pour finir ce podcast, du coup, quand je fais mes ateliers avec les jeunes sur la confiance en soi, je leur dis toujours l'importance d'oser demander les choses. Du coup, Ben, est-ce que tu as un petit rôle pour moi de figurant ou alors un rôle simplement de technicien sur un de tes projets? C'est une bonne question. Bah oui, là pour... Je peux faire ça gratos. Hein. Ah voilà, il fallait commencer par ça. Oui, j'ai un maximum de projets. C'est compliqué sur YouTube. Hein. J'essaie au maximum de payer les gens. Mais heureusement qu'il y a plein de gens qui m'aident aussi gratuitement et qui m'épaulent parce qu'ils trouvent le projet cool. Mais tu vois, on parlait de fidélité tout à l'heure en amitié, mais je crois vachement à ça dans le pro. Tu vois, le deal avec À Moitié Plein, par exemple, c'était de faire 3 épisodes. Il y a une équipe de 20 personnes quand même qui bossent dessus. Et j'aurais dit, bah voilà, là on fait les 3 épisodes gratos. Ça nous sert de 3 pilotes. Et derrière, en gros, le challenge, c'est de trouver des financements et d'en faire une saison entière de 10 épisodes et où tout le monde est payé. Et je trouve que c'est réglo aussi un moment de faire ça. Et tu vois, y a un gars qui s'appelle, qui était assistant réal sur À Moitié Plein, qui s'appelle Thomas Hollande. Et donc lui, il a bossé gratos. Et donc, en gros, je l'ai ramené aussi sur le projet avec Panayotis. Donc là, on est rémunéré, tu vois. Thomas Aluni aussi, qui est un mec qui m'avait contacté sur Insta, qui est un G-son, qui m'a aidé sur quelques vidéos sur le son. Et du coup pareil, je l'ai remis sur d'autres projets rémunérés. J'essaie au maximum en gros de renvoyer l'appareil, tu vois, et la fidélité elle est hyper importante pour moi là-dessus et de monter des choses sur le long terme. Mais oui, du coup, j'hésiterai pas de faire signe si j'ai un truc pour ma chaîne. Parfait. Où est-ce qu'on peut te retrouver du coup? On peut me retrouver sur YouTube. Vous êtes vraiment sympa. On peut me retrouver sur Insta, Ben Never, BENNEVERT. C'est mes 2 réseaux de prédilection, hein. Sur Insta, c'est un peu mon terrain de jeu où en story je peux raconter un peu de la merde. Ça me fait toujours rire là où je peux moins me le permettre ailleurs.
Et voilà, après j'ai une page Facebook aussi, hein, pour ceux qui sont plus Facebook, mais je mets moins de trucs. Voilà, en gros c'est ça. YouTube et Instagram. Est-ce que tu as un dernier mot pour clôturer ce podcast? Bah écoute, toujours compliqué. Non, bah moi si j'avais un truc à dire, c'est qui va recouper d'ailleurs tout ce qu'on s'est dit, c'est faites des choses en fait. Soyez moins dans la réflexion et faites-le et vous aurez toujours 1000 excuses pour rien faire. Mais derrière, en gros, voilà, dans 10 ans, tu pourras compter toutes les excuses que tu t'es données, mais tu pourras aussi te dire, bah merde, j'ai quand même rien fait, quoi. Merci à toi. Merci à toi. À bientôt. Salut. La vraie liberté, le podcast qui parle de vivre sa propre liberté. Rendez-vous tous les vendredis à 17h sur lavrailiberté.fr et sur Apple Podcast.